My name is Lynette Chick. I'm here from the Mental Health Commission of Canada. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Ned Chick de la Commission de la santé mentale du Canada. Je serai avec vous durant cette session. Nous avons aussi Myriam et Alexandra qui seront à la modération. J'aimerais les présenter pour que nous puissions commencer. Thank you very much. Alexandra, are you here? Bonjour, Sandra, est-ce que vous êtes avec nous? Perfect. So I'll let you start. Excellent. Alors, je vais peut-être vous laisser commencer la session. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur le cannabis et la santé mentale tenu en partenariat avec la Commission de la santé mentale du Canada et le Centre canadien pour l'abus de substances et les dépendances. Il s'agit de webinaire en 3 parties. Aujourd'hui, ce sera les expériences de santé mentale chez les jeunes et avec le cannabis. Je suis Alexandra Schuster du comité jeunesse du CSMC. Bonjour à tous et à toutes, je suis Myriam Lacouzy. Je suis conseillère pour les jeunes du CSMC et je vous rejoins de Montréal, au Québec, et je fais un doctorat en psychologie communautaire aussi à Montréal. Avant de commencer, nous aimerions affirmer que nous sommes situés à Ottawa, le CMC, sur les territoires Anishinaabe-Algonquin. Ceux qui participent aujourd'hui proviennent de partout au Canada et nous vous invitons à mentionner d'où vous nous rejoignez, oui, dans le chat. Les recherches présentées aujourd'hui sont rendues possibles grâce à la bourse de recherche du SMC et l'initiative Closing the Gap du CCSA avec les fonds en soutien à la recherche. Ce webinaire sera présenté en français et en anglais avec la traduction simultanée en français. Pour écouter le français, cliquez sur le bouton Interprétation en bas de votre écran et choisissez Français comme langue. Sachez qu'il y aura aussi de la transcription disponible en français et en anglais. Vous pouvez voir les diapos en français et en anglais. Les versions de chaque présentation seront jouées en simultané. Vous devriez les voir à votre écran, côte à côte, séparées par une ligne verticale. Pour changer la dimension des versions français et en anglais, simplement tirer la ligne verticale d'un côté de l'autre afin d'agrandir un côté. Il y aura 4 présentations de 4 équipes de recherche avec des résultats préliminaires de leur travail. Il y aura ensuite une période de questions, oui, à la fin des présentations et une dernière à la fin si on a assez de temps. N'hésitez pas à taper vos questions pour les présentations dans la boîte questions-réponses. Si vous avez des enjeux durant la présentation, n'hésitez pas à utiliser la boîte de chat et nous allons vous aider. Sachez aussi qu'il y a un enregistrement qui sera publié sur le site web du CSMC en mars, alors n'hésitez pas à rester à l'affût. With all of the housekeeping out of the way, I'll turn it over to the first team to get us started. Please help me in welcoming Dr. Scott Lauderdale. Notre premier présentateur, Scott Lauderdale, de l'Université du Waterloo. Professeur, bonjour. Je suis Scott Lauderdale, professeur titulaire de la chaire de recherche universitaire de l'École de santé publique et de système de santé de l'Université de Waterloo. Cette étude qu'on passe, en fait, est une étude de cohorte prospective visant à recueillir des données longitudinales hiérarchiques dans un échantillon de plus de 200 écoles secondaires fréquentées par plus de 65 000 élèves de la 9e à la 12e année. Nous sommes actuellement dans 4 provinces, Ontario, Québec, Alberta et Colombie-Britannique. Chaque année, nous recueillons des données longitudinales auprès des élèves sur différents sujets. L'intérêt ici est sur le cannabis et la santé mentale, mais aussi des données auprès des écoles sur les programmes, les politiques, l'environnement et les ressources dans les différentes communautés. Nous le faisons de façon... Cette prise de données est faite annuellement. Quelques faits saillants sur l'étude en tant que contexte. Parlons de tendances que nous avons. Comme on peut le voir ici, dans le temps, l'utilisation du cannabis de façon courante et occasionnelle a décliné dans la cohorte secondaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le déclin occasionnel et courante a décliné même avant le début de la légalisation et continue
depuis la pandémie de COVID aussi, avec la pandémie. En ce qui a trait à l'utilisation du cannabis et de la santé mentale, je pense que le résumé actuel serait sur 2 points. Les élèves qui consommaient régulièrement du cannabis ont signalé des problèmes de santé mentale, mais nos résultats semblent indiquer que la dépression et l'anxiété n'étaient pas directement associés à la consommation de cannabis. D'autres facteurs, comme la polyconsommation, activité physique, temps d'écran, etc., influent aussi sur ces liens, ce qui complexifie la relation. Alors, il semble que ce soit plutôt une association indirecte. Deuxièmement, l'épanouissement semble être directement associé à une plus faible probabilité de consommation de cannabis chez les jeunes. Commençons avec les données transversales qui sont plus faibles, oui. Butler et autres ont examiné les prédicteurs de consommation courante dans les 30 derniers jours. Aucune association significative avec la consommation courante de cannabis, probabilité réduite de cannabis courante, quant à l'épanouissement et une probabilité accrue de consommation courante de cannabis associée avec les autres formes de substances, alcool et cigarettes. Romano et autres ont regardé les prédicteurs de consommation de cannabis dans la dernière année étudiée. Aucune association significative avec l'anxiété, probabilité réduite avec l'épanouissement et probabilité accrue de consommation de cannabis avec la dépression et autres formes de consommation de substances. Encore une fois, la dépression ici a été associée avec l'utilisation de cannabis dans la dernière année. En ce qui a trait aux données longitudinales qui sont plus fortes, la première étude a été faite avec Duncan et autres en 2020 en utilisant les données longitudinales de l'année 5 et de l'année 6 en examinant les fréquences associées au changement dans la santé mentale et si les lignes directrices allaient modérer ces liens parce qu'il y a un lien assez fort entre la santé mentale et l'activité physique. Ici, on a vu que d'aller d'une consommation moins fréquente à plus fréquente sur un an était associé à davantage de dépression, mais cela était simplement chez les jeunes sédentaires, puisque ceux qui sont actifs n'avaient pas de relation. Aussi, on a vu que de diminuer la fréquence d'une consommation fréquente à une consommation plus fréquente de cannabis est associé à un recul de la dépression, mais pas de l'anxiété, comparativement aux personnes dont la consommation était demeurée fréquente, peu importe le niveau d'activité physique. Une autre étude longitudinale avec Doggett et collègues ont dit données de 2017-2018 et d'année 7, oui, sur les symptômes d'internalisation, donc dépression et anxiété simultanée. On a trouvé ici qu'il y a une relation multidirectionnelle entre la consommation de cannabis, la santé mentale et le temps d'écran. Alors, internaliser des symptômes, à la fois l'anxiété et la dépression, et une médiation partielle avec l'utilisation du cannabis. Cela veut dire que le temps d'écran prédit la santé mentale, qui prédit ensuite l'utilisation de cannabis, mais que la santé mentale peut aussi prédire l'utilisation de temps d'écran, soulignant la possibilité d'une relation multidirectionnelle. Une autre donnée longitudinale de Zuckerman a utilisé des données de l'année 6 et l'année 7 et on voit aussi des modes de consommation ici, fumer, manger, boire, vapoter, et leur lien avec les facteurs corrélés au fil du temps. Comparativement aux consommateurs de cannabis ayant déclaré un seul mode de consommation de cannabis au point de référence, on a vu une réduction de mode de consommation au fil du temps ne présentait aucune association significative avec la dépression ou l'anxiété. Si un étudiant augmentait le nombre de modes de consommation au fil du temps, ou bien il n'y avait aucune association significative avec le temps en ce qui a trait à la santé mentale. Toutefois, le maintien de multiples modes de consommation au fil du temps présentait une association significative avec l'augmentation de symptômes de dépression, mais pas de l'anxiété. Difficile de parler du lien de santé mentale, l'utilisation du cannabis, sans aussi considérer ce qui se passe depuis le début de la COVID et la disponibilité de ces données. En utilisant les données pré-pandémiques avec la période actuelle, il y a un déclin de l'utilisation de cannabis avec le temps le plus grand durant la période de confinement et ensuite les choses se sont plus normalisées, même si on le voit qu'il y a des différences dans le taux de déclin avec ceux qui étaient en personne ou ceux qui avaient un mode d'apprentissage en ligne. Une
étude récente de Romano utilisant des données Compass ont mentionné que seulement 4 des étudiants dans la cohorte rapportaient utiliser la cannabis pour faire face aux événements COVID. Maintenant, avec l'utilisation ici des étudiants qu'on passe avec les symptômes cliniques d'anxiété par mode, eh bien, on voit que le mode en ligne a créé vraiment des symptômes d'anxiété et on voit l'augmentation rapide aussi dans des symptômes pertinents à la dépression chez les enfants, surtout qui ont opté pour une expérience d'apprentissage en ligne. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, d'abord, les incidences quant aux examens de la législation basés sur les résultats préliminaires. La loi sur le cannabis n'a pas donné lieu à une diminution considérable de la consommation de cannabis chez les jeunes jusqu'à présent. Peu d'adolescents consommateurs de cannabis réduisent leur consommation de cannabis au fil de leur parcours scolaire. L'augmentation de la fréquentation de mode de consommation de cannabis au fil du temps est liée à des résultats plus négatifs pour les consommations, sédentarité, temps d'écran. Troisièmement, 2 adolescents consommateurs de cannabis sur 5 dans notre échantillon ont augmenté le nombre de modes de consommation de cannabis depuis l'entrée en vigueur de la loi. Mais il faut se rappeler que plus de modes de consommation sont liés à des dépressions élevées. Donc, il faut se rappeler qu'un nombre plus élevé de modes de consommation est associé à une hausse de dépression. Les modes de recherche de consommation multiples pourraient aider à cibler les consommateurs les plus à risque. Ça veut dire que d'ici, à partir de la 2e année seulement, en fait, très peu de jeunes, 1 sur 2, utilisent en fait seulement le cannabis. L'alcool est plus populaire, ainsi les efforts de prévention devraient se focaliser sur différentes consommations, sur différentes substances pour cette population. Très peu de rapports soulignent le cannabis comme mode d'adaptation. En fait, l'alcool a été plus utilisé, même s'il n'était pas si commun chez seulement 8 des jeunes. Finalement, l'épanouissement semble constituer un facteur de protection contre la consommation de cannabis. En ce qui a trait aux implications maintenant pour le grand public, eh bien, la consommation de cannabis ne semblait pas directement liée à l'anxiété chez les jeunes dans notre échantillon. Deuxièmement, il pourrait y avoir des liens entre l'utilisation du cannabis et la dépression avec cette relation, ce complexe. Ça pourrait être bidirectionnel avec l'utilisation de la dépression. Avec la dépression, on sait que les facteurs aussi sont co-occurrents avec d'autres substances et les résultats montrent que la polyconsommation, en fait, est plus importante que seulement le cannabis. D'autres facteurs modifiables liés au mode de vie, comme l'activité physique et les relations physiques, les relations sociales, oui, semblent jouer un rôle plus important pour la santé mentale des jeunes, mais ces facteurs sont aussi associés à la consommation de cannabis. Alors, on doit regarder tout cela ici d'un point de vue assez détaillé, non seulement regarder le lien entre la santé mentale et la consommation de cannabis. Quels sont certains obstacles maintenant? Il y a 2 principaux obstacles. Eh bien, la fermeture des écoles et la COVID-19. Deuxième obstacle, c'est la dernière année de financement pour l'étude Compass, bien que l'on fait une demande avec l'IRSC Santé Canada pour poursuivre cette étude. Alors, je dois remercier ici le financement, ici avec Santé Canada et l'IRSC. Voici nos informations de contact. N'hésitez pas à voir nos liens vidéo et les références et ma motivation, mes sources d'inspiration. Merci. Merci, Dr. Lauderdale, pour la présentation. Nous avons maintenant un peu de temps pour une période de questions-réponses avec notre auditoire. C'est pour répondre aux questions, s'il vous plaît, les entrées dans la boîte questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions en anglais ou en français. Il est possible que nous n'ayons pas le temps de répondre à toutes les questions qui sont posées. Si c'est le cas, nous encourageons à contacter l'équipe de recherche directement. Nous avons une première question pour vous, Dr. Lauderdale. Comment est-ce que vous décrire l'épanouissement? La réponse est bien, c'est dans un spectre de bien-être. Soit les jeunes sont en épanouissement où ils sont heureux par rapport à leur vie et qu'ils obtiennent des bons résultats de leur vie, que ça va bien à la maison, qu'ils ont des bons résultats dans leur vie, ou ils peuvent être plus... donc, c'est un spectre basé sur la situation des jeunes et comment ils se sentent à ce moment, dans cette
Certains l'appellent ça comme étant une mesure de résilience, en fait. C'est un autre terme que l'on peut utiliser, mais pour l'échelle utilisée, bien, ça s'appelle l'échelle de flourishing, en fait, en anglais. Alors, si vous voulez voir la mesure spécifique d'épanouissement, bien, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous la partager. Merci. Nous avons aussi une autre question. Steve Keller mentionne, il dit que vous mentionnez que l'utilisation du cannabis a a décliné rapidement au début de la pandémie et les données ont semblé mener à un retour aux chiffres pré-pandémie. Qu'est-ce qu'il y a des facteurs qui ont créé ce déclin et l'augmentation subséquente? La réponse est bien, ce que les données suggèrent, c'est que, en fait, les enfants étaient à la maison avec leurs parents. Et si on se rappelle à cette cohorte d'âge, mais on utilise ces substances sans que les parents le sachent d'habitude et c'est assez commun. La littérature démontre que la plupart des enfants ne le disent pas s'ils utilisent de l'alcool ou de la drogue. Ainsi, lorsque la pandémie a commencé et qu'il y avait un confinement à la maison, bien, l'accès social au cannabis était plus difficile, les opportunités étaient réduites l'utilisation du cannabis parce qu'ils étaient à la maison avec leurs parents. On peut voir que lorsqu'il y a eu une réouverture ensuite, de retour à la maison, de retour à l'école plutôt, on a vu davantage de socialisation et un rebond dans l'utilisation du cannabis. Et cela a beaucoup de sens en termes de disponibilité et des aspects sociaux de l'utilisation. Comme tout, il y a certains usagers qui n'ont pas arrêté avec la pandémie. C'est pourquoi on n'a pas vu un déclin à zéro, mais pour la majorité des jeunes, on a vu un déclin assez prononcé. J'espère que cela répond à votre question. Désolé, mes écouteurs ont déconnecté. Et vous avez fini votre réponse, je crois. Oui, OK, très bien. Est-ce que les diapos seront disponibles? Réponse oui. Je ne sais pas si votre groupe les partage. Sinon, simplement me contacter. Aussi, pour les partager avec l'audio, ce serait possible. Une autre question. Alana Roscoe. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'on veut dire par des symptômes internalisés. Il s'agit d'un terme commun d'anxiété, dépression. Ça peut être l'internalisation des symptômes par rapport au mauvais bien-être, de mauvais bien-être chez les jeunes. Une autre question dans le chat. Bonjour. Plus que les fermetures d'école ont été différentes au Québec, est-ce que cette différence est répercutée dans les données? Réponse. Pour les données présentées sur la page, c'était spécifique à simplement ce qui était disponible pour les écoles ontariennes. Maintenant, nous avons complété la récolte de l'an dernier. Alors, on a des bonnes données et nous allons publier des résultats longitudinaux sur l'impact de l'utilisation de substances des jeunes par rapport à différentes substances et leur santé mentale. Et nous allons voir les variations aussi régionales. Nous sommes en train de finaliser quant à l'usage de cannabis en ce moment. Et on va voir ensuite les différences entre les différentes provinces parce qu'il y a des petites variations par rapport au moment des confinements et qu'est-ce qui a été fait. Alors oui, c'est quelque chose que nous allons explorer dans les données. En fait, dans le futur, nous avons aussi une année supplémentaire dans les données. Et un autre astérix à noter, c'est que dans ces périodes, eh bien, c'était des estimés ici que l'on voyait sur les données. Et maintenant, avec les données longitudinales, ce sera en fait des estimés ajustés avec les données longitudinaux. Donc, si vous êtes intéressé par le travail qui est fait, ces publications devraient sortir dans les prochains mois et toutes les publications sont sur notre site web et on fait des tweets aussi sur les liens des articles. Merci. Une autre question. En fait, nous allons devoir passer aux prochaines présentations. Alors, nous allons peut-être avoir un peu plus de temps à la fin pour la poser. Merci, Myriam. Nous allons avoir Cécilia Benoît et Zach Mobes de l'Université de Victoria. Bonjour, je suis Cécilia Benoît. Je suis
chercheuse à l'Université de Victoria et la chercheuse principale de cette recherche directive pour l'usage du cannabis à moindre risque, formulée par des jeunes pour les jeunes âgés de 13 à 18 ans. J'aimerais reconnaître le territoire sur lequel nous nous retrouvons par rapport au territoire algonquin et aux relations historiques avec l'université jusqu'à aujourd'hui. Notre projet s'est posé sur l'utilisation du cannabis dans notre société, chez les jeunes. Actuellement, nous n'avons pas de directive chez les jeunes pour réduire les risques. Alors, nous étions intéressés par rapport aux expériences positives et négatives chez les jeunes, voir le caractère approprié des lignes directrices et aussi le développement des lignes directrices pour l'usage approprié. La question, donc, est comment atténuer les risques de consommation négative et augmenter la probabilité d'expériences positives. Clifford Card aussi est co-chercheur sur cette étude. Barbara Thompson, utilisatrice principale des connaissances. Et 2 médecins aussi qui travaillent avec les jeunes. 2 co-chercheurs et 2 assistants de recherche sur l'équipe. Ici, il s'agit d'une stratégie de réduction des méfaits au moins minimiser les méfaits de certains comportements. Les lignes directrices sont développées pour ceux qui ne veulent pas s'abstenir dans ce cas-là, spécifique au cannabis. Il n'y a pas vraiment de bonne ligne directrice, en fait, pour les jeunes en ce moment. Il y en a pour les adultes, par contre. Les lignes directrices qui existent, eh bien, mentionnent de s'abstenir de consommer avant l'âge adulte. Nous voulions donc nous baser sur les stratégies existantes pour en concevoir une nouvelle. Il est intéressant d'avoir la voix des jeunes. C'est pourquoi nous avons mis sur pied un comité de jeunes et des partenaires communautaires. Ils nous ont aidés à distance et sur place afin de nous donner des directives, des recommandations sur des commentaires en personne. Et tout cela nous a aidés dans la direction de nos lignes directrices. En même temps, ils nous ont aidés à faire un sondage. Les jeunes nous ont aidés à faire un sondage sous la cohorte 16 à 24 ans. Et ces informations seront aussi utilisées pour finaliser les lignes directrices chez les jeunes. Nous avons partagé aussi des inventaires, une enquête sur l'utilisation de cannabis. Les sondages ont été évalués. Les jeunes nous ont donné des commentaires. Ils nous ont dit ensuite si les questions étaient appropriées, etc. Et ils ont aussi partagé avec nous des informations sur comment nous devrions faire de la promotion ou de la publicité et chez quelle communauté. Nous avons aussi fait dans la dernière année une évaluation des lignes directrices en ligne basées sur les gouvernements et d'autres sources. Nous sommes arrivés à 52 au total et elles ont été partagées avec les parties prenantes. Au total, 31 directives ont été approuvées par l'ensemble des membres. Pour 21, en fait, c'était un peu mélangé, mais aucune n'a été complètement rejetée. Ça nous a aidé à développer un sondage que nous allons lancer au printemps. L'instance de recherche, eh bien, l'élaboration de directives pour l'usage de cannabis à moindre risque, s'adressant aux jeunes âgés de 13 à 18 ans. Et c'est la participation de jeunes aussi dans notre recherche.
et la mise au point d'un sondage sur les expériences des jeunes en matière de cannabis et aussi identifier les écarts qui existent dans la recherche ou les lacunes dans la recherche. Pour retenir, les jeunes continuent de consommer de cannabis malgré une éducation très axée sur l'abstinence. Il existe aussi des directives pour réduire les méfaits associés à la consommation et la recherche va nous aider à accumuler davantage d'informations et nous informer sur la recherche à venir. Nos prochaines étapes est de lancer ce sondage, mettre au point la liste des directives existantes, épurer les données de sondage, fermer le sondage, élaborer l'analyse et au bout du compte, finaliser ces lignes directrices pour évaluer les processus de recherche nous-mêmes. Alors, merci beaucoup et j'ai bien hâte de recevoir vos questions. Merci, Dr. Benoît Isaac, pour cette excellente présentation. Nous avons maintenant quelques questions. Nous avons du temps pour répondre aux questions et nous voulons vous rappeler que vos questions seront... En fait, afin de pouvoir répondre à vos questions, oui, s'il vous plaît, les taper dans la boîte questions-réponses au Q&A pour vous les poser en français ou en anglais. Quant aux questions... Hold on a moment. We're just getting them to load. If you just please give me a moment. Si vous pouvez me donner un petit instant, ça change ma Myriam. Je peux voir les questions à mon écran. Est-ce que vous seriez en mesure de m'aider? Oui, bien sûr. Alors, nous avons une question ici de Sam Kruger. Est-ce qu'il y avait un thème commun dans ces 31 ressources que les jeunes ont identifiées comme étant appropriées? Zach, do you want to take that question? Zach? Yeah, I can take that for sure. So overall, there was no really En unifying. général, il n'y avait pas de thème commun, sauf que c'était bien sûr des lignes directrices dans l'utilisation du cannabis pour les jeunes. Je pense que le plus grand élément que j'ai remarqué est que c'était surtout une question de sécurité. Alors, je pense que les lignes directrices qui ont été pleinement supportées ou pleinement appuyées étaient, par exemple, lorsque quelqu'un n'a pas une bonne expérience, quoi faire? Ou si vous avez une mauvaise expérience, quoi faire? Donc, il s'agit bien sûr, d'avoir des plans de sécurité, d'avoir des amis à proximité, de ne pas utiliser une substance qu'on ne connaît pas. Bref, juste, je pense que c'était le plus grand élément commun que j'ai reconnu, au moins de mon côté. Merci. Nous avons une question ici qui dit « Excellente présentation, une bonne initiative pour les jeunes. Ma question est, est-ce que vous pensez que le gouvernement fédéral et ses réglementations, en ce qui a trait à la promotion et la discussion sur l'utilisation du cannabis pour toutes les personnes sous l'âge légal, va avoir un impact sur la capacité de votre projet à vraiment livrer un message pour les jeunes? » Bien, réponse, je pense que nous avons de la réglementation gouvernementale, mais aussi de l'expérience vécue et des comportements. Alors, notre projet va produire des lignes directrices de réduction de méfaits provenant des jeunes eux-mêmes. 6 jeunes ont travaillé avec nous durant le projet, en fait, afin de nous donner vraiment des recommandations appropriées. Et je pense que lorsque on mène notre sondage, la réponse sera plus grande chez les jeunes. Ce message sera tout de même assez clair pour les jeunes, qu'ils vont l'écouter, même s'il pourrait être, même si les recommandations pourraient être différentes du point de vue fédéral. Alors, je pense que il y a une nuance ici. Il y a une nuance par rapport à la dissémination de la recherche et la position gouvernementale. Une question excellente. Question, et c'est une ligne directrice, quelle sera l'acceptabilité sociale de ces lignes directrices par les écoles et autres? Zach, en fait, peut-être vous pouvez ajouter, mais on ne le sait pas vraiment. Dans les écoles, surtout, c'est une question de ne pas utiliser du tout. Alors, on n'a pas vraiment contacté les écoles sur ce projet.
ont mentionné précédemment que, bien sûr, les jeunes n'en parlent même pas à leurs parents. Alors, je pense qu'il y a un écart entre les comportements et ce que les autorités sachent ou savent sur ces comportements, oui, surtout pour ceux qui ont moins de 18 ans. Excellente question. Peut-être une que l'on pourra soumettre à notre groupe de travail avec les jeunes ici pour voir quelles sont leurs expériences. Oui, peut-être pour ajouter aussi rapidement, je sais que les écoles sont assez contre. En fait, peut-être qu'elles le verraient comme étant comme une permission d'utilisation pour les jeunes. Alors, je sais que les écoles sont peut-être contre. Et aussi, dans ma recherche, j'ai trouvé que des centres communautaires ou les différents centres pour les jeunes, en fait, fournissent des recommandations pour les jeunes. Alors, ça dépend un peu si c'est financé par le gouvernement ou c'est plutôt comme pour un centre pour les jeunes. Clinic Society where we are Oui, conducting en our fait, le centre des jeunes de Victoria est connecté à la recherche, à différentes cliniques, en fait, pour les jeunes dans la province. Ils sont vraiment ouverts à ce genre de stratégie de réduction des méfaits afin de travailler avec des jeunes. Et s'ils choisissent d'utiliser le cannabis, eh bien de le faire de manière sécuritaire et dans un endroit où il y a d'autres personnes présentes. Alors, The next question is, apologies if I missed this. question suivante. Désolé si je l'ai raté ici, mais est-ce que vous anticipez que quand est-ce que vous anticipez la production de ces lignes directrices sur la réduction des méfaits? Le projet sera complété. En fait, l'objectif est de compléter le rapport d'ici la fin de l'année, alors mi-décembre. Zach has been leading Zach mène un examen rapide. Un article est révisé en ce moment pour une partie du projet, mais le sondage, la revue systémique que nous allons faire ensuite seront inclus au complet d'ici la fin de l'année, on espère. Question finale ici, on mentionne comment est-ce que vous voyez la traduction de ces lignes directrices chez les jeunes? Est-ce que c'est surtout sous l'angle éducatif ou d'autres angles ou d'autres portées possibles? Réponse, eh bien, on va utiliser autant de sources médias possibles pour disséminer nos résultats, pour que ces lignes directrices soient distribuées. Le sondage lui-même, en fait, l'outil qu'on utilise, s'appuie sur différentes sources médias pour avoir accès aux jeunes, pour compléter le sondage. On espère avoir 600 répondants, 600 jeunes au plus qui répondent au sondage et leurs résultats seront compilés afin d'utiliser différentes sources, différents mécanismes pour obtenir les résultats. Zach? Oui. C'est une question que nous allons soumettre au groupe jeunesse, justement, pour nous aider, probablement justement sur cette question. Excellent. Merci beaucoup à vous, Myriam. Merci pour cette excellente présentation. Nous avons ensuite notre troisième présentation de Suzanne Archie de l'Université McMaster. C'est un plaisir de la recevoir et de l'avoir avec nous, avec son équipe aujourd'hui. Bonjour, je suis Suzanne Archie, je suis une psychiatre et je suis aussi la directrice de l'équité et de l'inclusion pour l'école de médecine et pour le groupe antiracisme de McMaster. Ici, comme on le sait, simplement éduquer les jeunes quant au risque de la marijuana n'est pas assez. On sait surtout pour les communautés racialisées et minoritaires ne sont pas peut-être pas les risques. Et il faut donc user de différentes méthodes pour souligner les risques. Mes sources de financement incluent, sont répertoriées ici. J'ai des partenariats non financiers avec Moonray Studios à Hamilton, une société multimédia. Ça a été un énorme plaisir de pouvoir travailler avec cette équipe de recherche. L'aperçu de la présentation, nous allons parler des objectifs et des buts, de la conception de l'étude et des répercussions pour le traitement et les politiques. Les limites des études actuelles.
Dans la recherche, eh bien, il y a peu d'études canadiennes qui explorent la consommation de cannabis chez les jeunes noirs. Aucune étude sur les jeunes noirs aussi, sur le trouble de l'usage du cannabis, le premier épisode de Psychotique. Aucune étude explorant le recoupement entre l'origine ethnique, la race, le genre et les habitudes de consommation lors du premier épisode Psychotique. Euh, Lors de ce premier épisode, oui. L'intervention précoce en psychose est égale aux entretiens motivationnels, ce qui est équivalent à la thérapie cognitivo-comportementale pour le trouble d'usage de cannabis et pour l'épisode psychotique. Nous devons accroître les interventions précoces pour le cannabis afin d'avoir davantage de réponses aux problèmes et aux troubles d'usage du cannabis. La recherche sur la relation entre la consommation de cannabis et la psychose en phase initiale, surtout chez les Noirs, chez les communautés noires d'Afrique et des Caraïbes, est une des priorités de ce projet. Nous avons aussi exploré des facteurs comme l'âge lors de la première consommation, la fréquence, la puissance et la relation entre le développement de la psychose et les conséquences. D'autres priorités, l'exploration des avantages et des inconvénients potentiels de la consommation de cannabis chez les populations noires et racialisées. Conception de l'étude, nous allons développer un engagement communautaire fort et une participation active, examiner les perceptions des effets sur la santé mentale du cannabis sur le premier épisode de psychose et d'un trouble de l'usage du cannabis, établir la faisabilité de l'acquisition de connaissances après avoir vu la série Back to Reality par rapport à un jeu de contrôle. Ce projet est fondé sur un partenariat depuis 2019, incluant la Free for All Foundation, les communautés, les jeunes noirs et membres de la famille, l'étudiant de premier cycle et le Institute for Advancement in Mental Health, réseautage et soutien communautaire. Aussi, EPION, réseau ontarien d'intervention précoce dans le traitement de la psychose, qui représente 50 programmes de traitement en tant qu'ancienne présidente du groupe de recherche ici, et bien sûr les étudiants de premier cycle de McMaster. Nous allons aussi évaluer l'interprétation des données pour s'assurer qu'il n'y a aucune mauvaise représentation de jeunes avec la psychose ou des communautés noires. Les questions de recherche du projet. Comment les jeunes issus de communautés noires racialisées et qui ont un premier épisode de psychose et un trouble de l'usage de cannabis conceptualisent-ils les effets du cannabis sur la santé mentale? Comment ces messages sont-ils influencés par l'origine ethnique et le genre? Nous allons recruter des jeunes vivant un premier épisode de psychose et un trouble de l'usage du cannabis et faire des évaluations qualitatives, oui, des expériences vécues en matière de psychose et de consommation de cannabis. Nous allons aussi effectuer des évaluations qualitatives et quantitatives de l'acquisition de connaissances après avoir vu la série Back to Reality. Quelle est cette série? Back to Reality? Bien, il s'agit d'un jeu vidéo, Harry's Journey, Harry's Journal et voie d'accès aux soins, où on voit l'histoire de Harry, en fait. Harry est un étudiant secondaire d'origine jamaïcaine. À 14 ans, il a commencé à utiliser le cannabis de façon hebdomadaire à journalière. À la dernière année de secondaire, il a commencé à avoir des symptômes de psychose. Voici Harry's Journal. Des questions à choix multiples sont soulevées sur les choses comme l'hallucination, l'anxiété, les délires. La carte des voies d'accès aux soins de Harry. Ici, Harry's Pathway to Care Map. On voit des animations 3D, des images et descriptions de services pour les jeunes situés à Hamilton. Et nous sommes en train de créer une version française à Montréal. Les objectifs d'acquisition,
de connaissances grâce à la bactériologie, accroître la compréhension de santé mentale, mieux comprendre, sensibiliser davantage et utiliser du contenu numérique pour fournir de la psychoéducation aux mineurs et aux jeunes atteints de maladies mentales graves. Nous avons utilisé notre communauté pour créer cette série Back to Reality. Les questions de recherche du projet. Quel est l'impact de la série sur l'acquisition de connaissances portant sur le cannabis et la psychose? Nous allons recruter 24 Noirs d'origine africaine avec un premier épisode psychotique et troubles de l'usage du cannabis, 24 d'origine caribéenne, 24 d'origine ethnique et 10 de langue française. À quel endroit? Mais les programmes d'intervention de psychose précoce à London, Hamilton, Toronto, Ottawa et Montréal. Nous allons ensuite recruter 82 participants au total, mener des activités qualitatives. Ensuite, ils seront randomisés selon le jeu, un jeu contrôle ou un jeu de la série Back to Reality. Il y aura une évaluation sur leurs connaissances. Ils vont ensuite jouer aux jeux qu'ils n'ont pas joué et mener une entrevue qualitative. Le quiz PCT teste les connaissances sur la psychose pour les jeunes sans-abri. Il comporte des questions de base allant jusqu'à 10, donnant un point par bonne réponse. Le pilote a été fait avec des jeunes sans-abri. On a trouvé qu'une augmentation significative de connaissances sur le cannabis et la psychose en jouant au jeu Harry's Journey plutôt que Morpheus, le jeu contrôle. Quelles sont les implications de la recherche? L'hospitalisation pour troubles psychotiques liés au cannabis chez les jeunes au Canada a augmenté de façon constante, même avant la légalisation. Avec la légalisation du cannabis en 2018, la société s'attend à livrer davantage de connaissances sur les effets sur la santé mentale du cannabis. Nous aimerions voir l'impact de ce programme quant à la psychose. S'il y a une occasion de réduire l'utilisation de cannabis, eh bien, il y a une possibilité de réduire la sévérité des symptômes de psychose, moins de troubles cognitifs, un meilleur état fonctionnel, moins de risques de rechute et une diminution des hospitalisations. Les résultats attendus incluent assurer le transfert cohérent des connaissances, soutenir la transition vers les thérapies pour l'usage du cannabis, mobiliser les jeunes noirs pour le changement et la promotion. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation, Dr. Archie. Nous avons maintenant une période des questions et réponses avec notre public. S'il vous plaît, n'hésitez pas à poser toutes questions. Elles peuvent être posées dans la boîte questions-réponses et n'hésitez pas à poser ces questions en anglais ou en français. Nous avons une première question ici. J'ai peut-être oublié dans la présentation, mais en fait, une des choses que l'on fait ici dans cette étude est de demander aux jeunes les différentes formes. Bon, le pourcentage de modes d'utilisation. La question ici, bon, sur l'utilisation des vaporisateurs, comestibles, bongs, etc. Alors, je pense que c'est une question importante, mais je pense que c'est plus important de savoir les premiers épisodes de psychose par rapport à leurs troubles de l'usage du cannabis. Merci. Nous avons une autre question. Bonjour, Dr. Archie. Pourquoi est-ce que ces villes ont été utilisées? Est-ce qu'il s'agit de vos partenaires ou une autre raison clinique? Réponse. En fait, j'ai fait une série
une série d'études sur le cannabis avec des premières études de psychose. Et ici, on a des centres universitaires sur les interventions précoces. Une raison pourquoi est que nous devons aussi recruter des jeunes d'origine africaine et d'origine caribéenne. Alors, c'est pourquoi nous avons regardé les plus grands centres urbains, puisque nous devons avoir une population spécialisée. Alors, c'est pourquoi nous avons des données portant sur la race, oui, très spécifiques. Question, quels seraient certains des conseils que vous pourriez donner à aux autres chercheurs lorsqu'on travaille avec des populations sensibles et les jeunes? Réponse, bien, il s'agit d'avoir une relation à long terme avec les jeunes, avec l'engagement communautaire. C'est très important d'avoir une implication avec les organisations communautaires, comme je travaille avec l'Advancement of Mental Health, qui est un institut, aussi la fondation Free for All. Et bref, c'est très important de recruter des personnes dans ces communautés pour faire partie aussi de notre comité directeur. Nous avons une communauté qui traduit la recherche en action et qui nous aide à formuler des questions de recherche aussi, en fait, pour commencer, mais c'est une fois que les données sont récoltées, les étudiants, les chercheurs vont présenter les résultats au conseil directeur afin de pouvoir interpréter les données d'une façon qui est respectueuse et appropriée pour ces communautés et afin qu'elles aient du sens aussi pour les jeunes. Nous avons une autre question ici. Comment est-ce que les jeunes identifient s'il y a un problème de santé mentale sous-jacent qui n'est pas diagnostiqué? Est-ce que c'est une question de la poule ou l'œuf? Bien, toutes les études, eh bien, on recrute des jeunes qui ont déjà eu un premier épisode de psychose. En fait, il y a une bonne littérature substantielle qui suggère qu'une fois que vous avez un premier épisode de psychose, eh bien, et que vous arrêtez d'utiliser le cannabis, ces jeunes peuvent revenir à un fonctionnement normal. Mais si vous faites l'expérience d'un premier épisode de psychose et vous continuez à utiliser le cannabis, alors cela augmente le risque de conversion à la schizophrénie, mais aussi l'augmentation dans les hospitalisations, rechutes, etc. Alors, c'est une période assez cruciale, une population critique aussi pour cibler des interventions d'usage de cannabis. Le but du jeu vidéo, en fait, est de traduire des connaissances d'une façon que les jeunes peuvent l'absorber. Et nous avons des idées aussi d'avenir par rapport à l'utilisation de didacticiels pour les étudiants, les élèves en premier cycle en nursing, et où on peut utiliser justement la recherche et créer des jeux vidéo et les utiliser dans des devoirs aussi pour les élèves. OK, merci. Une autre question ici. La série Back to Reality semble être une intervention efficace. Est-ce que vous pensez qu'elle sera disponible sur l'App Store éventuellement ou sur d'autres médiums? Je pense oui, ce sera disponible gratuitement. Nous le voyons comme quelque chose qui pourrait être donné dans le programme de première intervention, les services de dépendance, les services d'éducation dans les bureaux des médecins. Et nous le voyons aussi comme, disons, quelque chose qui pourrait être lié à des didacticiels afin de pouvoir, en fait, l'utiliser. Donc, non seulement de jouer aux jeux vidéo, mais disons une discussion au début du jeu vidéo, disons pour la formation des élèves en premier cycle par rapport à l'utilisation de ces jeux vidéo pourrait être intéressant. L'idée est de disséminer les données pour les
jeunes noirs et les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale importants. L'idée est de cibler les mineurs, les jeunes mineurs. Vous savez, entre, disons, 14 et 16 ans, il s'agit d'une population très à risque pour les effets liés au cannabis. Et une fois que vous avez des problèmes mentaux sérieux, eh bien, c'est une autre période assez sérieuse, justement, pour les jeunes. Merci beaucoup. Alexandra? Okay, wonderful. Thank you so much. Excellent, merci beaucoup. Notre quatrième et dernière présentation est une équipe du Centre du Center for Resilience and Social Development. Nous allons avoir Maz Shahid, Khouloud Beg et Farnaz Farhang. Très bien, je pense qu'on a quelques petites difficultés. Alexandra, est-ce que vous êtes avec nous? Désolé, votre micro est fermé. Apologies for that. Where did it cut out? You were presenting. Très bien. Où en étions-nous? Eh bien, on présentait la prochaine présentation, oui. Okay, sorry about that. Désolé. Final presentation. Notre quatrième et dernière présentation, une équipe du Centre de résilience et de développement social. Ce sera une présentation de Maz Shahid, Khouloud Beg et Farnaz Farhang. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de notre travail jusqu'à maintenant sur le projet Hash It Out, une discussion sur le cannabis et la santé mentale. Les trois chercheurs, moi-même, Maz Shahid, Khouloud Beg et Farnaz Farhang. Les objectifs principaux de la recherche, de l'étude, essentiellement, est de regarder les interrelations entre la santé mentale, l'utilisation de cannabis et les services pour les jeunes, surtout pour ceux dans la communauté immigrante, réfugiés, membres de communautés ethno-culturelles et racialisées, âgés de 18 à 30 ans. Ce que nous voulons faire, lorsqu'on regarde les interrelations entre ces concepts, nous voulons essentiellement créer des schématisations de l'expérience pour voir les différentes façons dont il y a une interrelation entre les trois. Certaines pistes de réflexion. Quelles sont les raisons sous-jacentes qui poussent les jeunes issus des populations IRER à utiliser du cannabis et quelles sont les influences les amenant à consommer du cannabis? Quels sont ensuite les liens entre le cannabis et la santé mentale des jeunes IRER? Comment la recherche peut regarder tout cela et comment les services peuvent-ils être repensés par rapport au statut d'immigration et le statut culturel? Nous allons parler des méthodes rapidement. Il s'agit d'une recherche qualitative d'entrevues, des entrevues face à face, un à un, avec des participants. Ce sont des jeunes, des fournisseurs de services, des parents, des familles, de ceux qui utilisent du cannabis. Le projet lui-même est basé sur des expériences en co-design. Ça veut dire une co-conception pour les jeunes qui ont des expériences avec l'utilisation de cannabis. C'est les amener au tout début du projet et en utilisant leur expérience pour concevoir et former le genre de recherche que cela va être et le genre de processus qu'ils vont suivre. Quant aux principes, nous avons priorisé différents principes que la recherche utilise. Par exemple, l'éducation communautaire, la réduction des méfaits aussi. Nous sommes vraiment en faveur de rencontrer les jeunes, aucune honte, aucun stigmatisme par rapport à la conversation avec la santé mentale ou avec le cannabis. Et la recherche est aussi, a aussi peu de barrières que possible, pour être aussi libre, ouverte que possible. Nous voulons être informés aussi par le traumatisme et faire un suivi pré- et post-entrevue. Nous donnons des listes de ressources aussi sur ce qui peut être utilisé pour répondre aux enjeux
aux inconforts durant le processus d'entrevue pour que ce soit anti-oppressif, qui est encore une fois un des piliers importants, s'assurer que on prend en compte l'intersectionnalité et les expériences diverses des personnes qu'ils amènent à la table. Et ensuite, nous sommes antiracistes, mais reconnaissons que, surtout pour les jeunes immigrants des communautés, eh bien, il peut y avoir différentes expériences enracinées dans leur contexte ethnique, leur statut d'immigration ou leur parcours au Canada ou leur moment au Canada. On veut bien être sûr qu'ils sont conscients et que aussi ce soit une source de sentiment de pouvoir. Ils prennent en compte que ce soit leur statut émotionnel, au travail, personnel. Bref, on s'assure que nous compensons avec un horaire les personnes qui en prennent, qui font cette étude et qu'ils en ressortent grandis, que ce soit une expérience aussi de faire une opportunité de travailler dans ce domaine dans l'avenir. Nous sommes encore en train de faire des entrevues en ce moment avec des groupes spécifiques. Un étant des jeunes, deuxièmement, les fournisseurs de services et le troisièmement, les amis, familles et autres groupes de support de la population d'intérêt. Jusqu'à maintenant, certains des résultats préliminaires que nous avons vus, eh bien, en fait, nous avons fait nos recrutements à travers Instagram et dans la première semaine, nous avons eu plus de 150 participants intéressés dans, je pense, ces 3 ou 4 premières journées. En plus, nous avons envoyé des messages directs sur Instagram. Bref, beaucoup de discussions en ligne sur des gens qui voulaient participer et aussi qui montrent leur gratitude parce qu'ils voient que clairement, il y a des lacunes dans ce domaine, dans le domaine de la recherche aussi du cannabis même. Dans certains des délais préliminaires, nous avons vu que certains ont à la fois des bonnes connaissances au niveau personnel et populationnel. Donc, il y a des bonnes histoires personnelles en termes de cannabis et de santé mentale, la relation entre les personnes, mais aussi leur expérience avec les fournisseurs de services. Mais aussi, ils ont pensé à leur parcours et par conséquent, des opinions, des perspectives sur qu'est-ce que cela veut dire au niveau des populations. Par exemple, quelles sont certaines stratégies au niveau populationnel pour changer la façon dont les services sont conçus autour de la santé mentale. Nous avons identifié aussi un troisième résultat préliminaire. Les participants eux-mêmes sont au milieu de plusieurs intersections, ne sont pas simplement racialisés, ne sont pas simplement des utilisateurs de cannabis et non pas simplement des perspectives sur la santé mentale. Il y a donc des intersections d'expériences intéressantes qui nous intéressent et nous voulons les recueillir. Aussi, avec nous trois, en tant que chercheurs, oui, étant entre 18 et 30 ans et aussi racialisés, les participants étaient bien confortables, bien à l'aise et se sentaient bien, pouvaient s'ouvrir quant à leur expérience et ils comprenaient aussi le besoin de cette recherche et nous mentionnons à quel point nous comprenions leur situation. Il y avait beaucoup d'intérêt sur la discussion autour des aspects de santé mentale du cannabis. Donc, pas seulement regarder les résultats positifs ou négatifs, mais pourquoi aussi les gens fument du cannabis, aussi comment leur santé mentale fluctue avant et après l'utilisation de cannabis, si cela augmente la fréquence d'utilisation du cannabis ou le diminue. Essentiellement, il y avait beaucoup d'intérêt par rapport à l'intersection ici. L'approche de réduction des méfaits a été bien intéressée ici. On ne regarde pas simplement le mécanisme positif ou négatif, mais aussi le contexte, le parcours, l'expérience. C'est ce qui aide vraiment ici par rapport les fournisseurs de services. Cela permet aux fournisseurs de services à percevoir les gens dans leur contexte et pas simplement comme étant simplement une façon de cocher des cases et d'appliquer des approches à tous de la même façon, mais plutôt apprécier les personnes lorsqu'ils arrivent avec nous et les voir comme étant un tout.
Quant aux implications du projet, nous avons pensé à l'aliénation précédente de ces jeunes de communautés et immigrantes. Dans ces entrevues aussi, nous avons vu que la légalisation a été mentionnée souvent. Alors, je pense que les données vont être intéressantes par rapport aux différences avec la légalisation pour ces jeunes issus de l'immigration et l'utilisation du cannabis. Alors, on a parlé aussi de l'accès aux soins de santé, aux services et aux implications des défis à la santé mentale et de naviguer entre les services de santé mentale et d'utilisation de cannabis. Alors, on espère que ces données vont être très importantes dans le changement des politiques, changement législatif, mais aussi créer une formation, une perspective par rapport à l'utilisation du cannabis dans la santé mentale chez les jeunes issus de l'immigration. Qu'est-ce que tout cela peut avoir l'air pour les jeunes eux-mêmes dans le parcours? De plus, nous voulions aussi parler de certains des résultats généraux pour le public. Comprendre que toute recherche qui est faite sur l'utilisation de substances, sur la santé mentale, sera très contextuelle sur les participants, sur leur expérience unique, et cela doit être souligné. On doit aussi souligner que ces expériences ne sont jamais pareilles. Elles ont l'air très différentes selon les populations et reconnaître ces différences, surtout les spécificités du contexte, pourrait provoquer des différences sur la façon dont les politiques et la législation sont perçues. Et finalement, c'est aussi une question de reconnaître que la recherche a été faite durant la pandémie et de nombreuses personnes ont vécu des changements dans leurs propres habitudes. Cela a aussi été une barrière pour nous à parler à des gens en face à face. Nous avons fait des entrevues sur Zoom, certains aiment bien, d'autres non, mais en général, il y a eu des retards et on a dû changer aussi un peu le projet à cause des problèmes. Pour conclure, voici notre adresse pour le projet. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. Nous avons une question ici. La première question. Quels sont certains conseils que vous pourriez donner aux chercheurs qui étudient les populations racialisées ou les jeunes racialisés? Réponse, en fait, ce serait très similaire au présentateur avant. Je pense qu'il y a un peu de statique. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, OK. Oui, alors ma réponse est très similaire au présentateur précédent. Clairement, regarder les expériences différentes des jeunes racialisés par rapport au processus aussi. Voir qu'il n'y a pas de barrière ou d'obstacle à la participation. Comment la recherche peut aussi s'orienter pour mieux répondre à leurs besoins. Ne pas être fermé à la changer aussi, puisque cela doit refléter leurs différentes expériences. Alors, ce serait certains points ici, certaines des façons dont les jeunes racialisés peuvent être accommodés en termes de participation à la recherche. Oui, merci beaucoup. Très bien. J'aimerais juste vous rappeler aussi que pour qu'on prenne vos questions, s'il vous plaît, les taper dans la question, dans la boîte Q&A ou questions. Comme mentionné, on a parlé d'identité, d'intersection et d'expérience chez les participants. Comment est-ce que vous voyez une exploration plus profonde dans l'étape de l'analyse à cet effet? Ici, on mentionne que c'est différent de simplement mettre des personnes dans des boîtes. Réponse là. À l'étape d'analyse, nous allons regarder le processus de, en fait, voir les thèmes
et créer des parcours selon les participants. Alors, créer des participants, des cartes plutôt de parcours selon les expériences des participants entre la cannabis et la santé mentale et ensuite prendre tout cela et les ramener aux participants pour faire des groupes de discussion justement avec ces participants. Ainsi, on espère demander aux participants essentiellement de valider et vérifier certaines de leurs conclusions pour voir la façon, d'un côté, sélectionner certaines choses, mais aussi s'assurer que les jeunes eux-mêmes, en fait, dans ce parcours, reflètent euh, exactement ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. Excellent, merci. Notre question suivante. À quoi pourrait ressembler une carte d'un parcours, journey map en anglais? Bon, ça serait bien que je partage un exemple ici, mais j'en ai pas, là, mais pensez-y comme étant un peu comme étant un narratif visuel. On parle donc de regarder une feuille de route, disons, de l'expérience au début avec le cannabis et où ils en sont maintenant. Un peu comme un outil de recherche, de traduction des connaissances différents qui permet à la collection de résultats pour le démontrer de façon visuelle, non seulement chronologique, mais aussi voir s'ils ont des points chronologiques, voir s'il y a différentes personnes qui pourraient avoir des expériences qui ont été similaires dans leur parcours, ou s'il y a des zones d'intersection douloureuses où certains groupes d'intersectionnalité ont des expériences reliées qui sont positives ou négatives. Alors, c'est un peu comme un narratif visuel. On essaierait d'avoir ces journey maps disponibles d'ici la fin mars. Alors, ce serait un plaisir aussi de partager nos résultats dès que c'est possible. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Excellent, merci. C'est tout ce que nous avions comme temps pour cette présentation. Merci beaucoup d'avoir présenté votre travail. C'était un plaisir. Maintenant, nous avons le temps pour certaines questions générales pour tous les panélistes. La première question que nous avons en banque, comment est-ce que la pandémie a un impact sur la capacité à faire de la recherche? Est-ce qu'il y a un ordre ici à suivre ou? Non, n'hésitez pas. C'est ouvert. Pour notre équipe, en fait, avec Compass, oui, en fait, c'est une excellente chose. Avant, c'était toujours des questionnaires papier parce que c'est ce que les écoles aimaient faire. C'est une bonne dépense en termes de logistique d'avoir 70 000 questionnaires envoyés aux étudiants partout au Canada. Avec la pandémie, les écoles qui ont participé à Compass voulaient quand même avoir les données, même avec le début de la pandémie. Alors, on a changé nos transitions de méthode avec le comité éthique pour transitionner vers des questionnaires en ligne qui nous ont permis d'abord d'épargner beaucoup d'argent en tant que chercheurs, mais aussi ajouter de la souplesse pour changer des aspects selon les provinces dans les questionnaires, ce qui est beaucoup plus facile que simplement maintenant les questionnaires papier. Alors, au bout du compte, ça a été un peu difficile au début, mais un bon changement lorsqu'on s'est adapté. Les écoles étaient plus heureuses parce que c'était moins un grand fardeau avec ce travail. Les élèves étaient aussi contents parce qu'elles pouvaient le faire à l'école, mais aussi le faire dans leur temps libre, sur leur propre appareil. Et les bailleurs de fonds aussi étaient contents parce qu'on a pu aller beaucoup plus loin. Pour notre équipe, c'était à la fois négatif et positif. Nous avons dans les cartons d'avoir un groupe d'hiver avec dans la clinique pour les jeunes avec l'expérience de l'équipe multigroupe qui travaille ensemble. La COVID nous a retardé parce qu'on a dû changer de stratégie. Ensuite, les connexions avec les réunions en personne
Et c'est après du temps en ligne. Au bout du compte, eh bien, certains jeunes étaient avec nous depuis 6 ans et on a réussi à bâtir, dans certains cas, des connexions sur Zoom, mais pas toujours. Et l'autre avantage, c'est qu'on était en mesure de recruter partout dans la province, je peux dire, pas juste à Victoria, dans la ville. Alors ça, c'était quand même un bon avantage. Dans la communauté basée sur la recherche aussi, qu'est-ce qu'on essaie vraiment de faire? Et une participation des jeunes, un partage, et jusqu'à un certain point, eh bien, bon, les partages ont été un peu moins bons que ce à quoi on s'attendait. Would anybody else like to jump in? Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque If not, chose? we can move on to the next Sinon, on question. peut passer à la prochaine question. So, Suzanne Archie speaking now. Suzanne Archie ici. There were some improvements and some drawbacks. Je pense qu'il y a eu des améliorations, certains reculs par rapport à la conception d'études. Je pense qu'un des défauts principaux est que dans notre jeu, on a dû changer nos critères de détection de dépendance aux jeux vidéo. On voulait bien sûr pas recruter des participants qui pouvaient être touchés en jouant à cette vidéo. Mais ce qui est arrivé, qu'avec la pandémie, il y avait un résultat très élevé. C'était un changement. Les jeux vidéo sont devenus un loisir très important. En fait, lorsque rien d'autre n'était disponible avec les confinements, on ne pouvait pas aller voir de films ou aller voir ses amis. Alors, on a dû revenir pour ouvrir les critères par rapport à la dépendance aux jeux vidéo, parce que sinon, ça n'aurait pas été généralisé. Tous les jeunes jouaient aux jeux vidéo à ce moment-là. Alors ça a été un point aussi qu'on a vu. Puisque notre recrutement se fait par clinique, c'était plus difficile de faire du recrutement parce que on n'attendait plus pour attendre pour voir les... Parce que lorsqu'il y avait du temps avant de rencontrer l'infirmière ou le fournisseur de services dans les salles d'attente ou lorsqu'on avait la permission, c'était plus facile. Mais sur Zoom, eh bien, sur Zoom, ce n'est pas le meilleur outil de recrutement pour notre population. Donc, je dirais que le bénéfice de Zoom est qu'on a davantage de souplesse par rapport à ne pas avoir à se rendre à un endroit spécifique, à conduire ou à... Donc, oui, ça a été le bénéfice de tout cela. Wonderful, thank you. Oh, sorry, I was just going to say, and I No, think oh, for no, me- go ahead, go ahead. No worries. For myself, it was definitely a bit of both. Pour moi, ça a été un peu des deux. There were some delays because of the pandemic, obviously with Il y a eu everything des retards à cause de la pandémie, bien sûr. On a dû se réorienter, refaire le plan d'entrevue. Mais un des points positifs, c'est que lorsqu'on le faisait sur Zoom, on était en mesure de donner aux participants l'autonomie. L'autonomie de participer au niveau qu'ils étaient confortables. Par exemple, si vous voulez être sur vidéo, nous donner des informations sur vidéo, eh bien, ils étaient en mesure de le faire. Si vous voulez aussi simplement participer par audio, pas sur vidéo, puis c'était possible. Alors, ainsi, on donnait plus d'autonomie aux participants basée sur l'anonymat qu'ils voulaient avoir. Et la seule information qui était nécessaire pour récolter les données était un courriel. C'était assez facile pour envoyer les honoraires. Le point aussi que je vais mentionner ici, que je pense que la pandémie aussi nous a donné une opportunité intéressante de refléter, de réfléchir à nos propres expériences, oui, et la façon dont ce genre, bref, de pouvoir parler aux participants de façon à ce qu'on a pu faire en sorte que les participants étaient plus à l'aise et ont pu s'ouvrir davantage en connectant avec eux. Okay, wonderful, thank you so much. Excellent. The next question we have is, Prochaine question. Qu'est-ce que vous aimeriez voir davantage en termes de cannabis, i.e. research, education, de recherche sur le cannabis, oui, sur les politiques, sur la recherche, etc. and before I get you guys to answer, Avant I'd just like to ask all of our presenters
J'aimerais demander aux participants si vous pourriez peut-être mettre vos informations de contact dans le chat. Ainsi, ce serait possible de vous contacter s'il y a des questions. One of the things I would like to see from some of the research Une we've chose que done j'aimerais voir dans la recherche qu'on a menée est d'avoir davantage de communication sur les bénéfices de santé du cannabis selon le mode. Je sais que c'est quand même un produit combustible et qui comporte certains risques. Je sais qu'il y a aussi je pense qu'on devrait avoir une discussion plus ouverte avec les jeunes sur les risques de réduction des méfaits. Alors, peut-être qu'il y a certains bénéfices. Je pense qu'on doit avoir une discussion plus ouverte sur l'approche de réduction des méfaits associés à l'usage de cannabis, surtout avec les populations de jeunes où certains des jeunes sont, bon, un modèle de réduction pourrait être correct alors que l'abstinence soit meilleur. Mon rôle de chercheur me pousse à l'indifférence, mais seulement à regarder les résultats. Mais bon, et finalement, je pense que le point avec le tabac, on a eu beaucoup de succès à réduire l'usage du tabac parce qu'il y avait ces approches vraiment très détaillées, des approches provinciales, nationales, etc. Alors, s'il y avait un effort concerté sur le cannabis, je pense qu'on devrait revenir à ce genre de modèle très inclusif avec différents niveaux dans les programmes, dans les écoles. Oui, j'ajouterais aussi que d'impliquer les jeunes aussi dans les discussions, les personnes qui ont des expériences vécues, la diversité des jeunes aussi, pas simplement à l'école, mais ceux qui sont dans la rue peut-être, ou afin d'avoir une bonne compréhension de la façon dont le cannabis peut bénéficier à des personnes à court terme et pas sur le long terme. Aussi l'intersection de l'usage de substances aujourd'hui sans penser simplement à la relation du cannabis, mais aussi la relation avec d'autres substances et ensuite regarder les déterminants sociaux des jeunes qui utilisent beaucoup. Mais de façon plus importante, je pense que d'avoir les jeunes à la table est importante avec la diversité ici qui est entendue et qui fait partie des politiques. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur ce point? J'aimerais voir davantage de recherches sur le cannabis médical. Je pense que on utilise la marijuana pour faire face à l'anxiété, pour le sommeil. Je pense que le gouvernement devrait financer des essais cliniques, davantage de recherches épidémiologiques sur la marijuana médicale. Je suis surprise à quel point il y a peu de financement dans ce domaine. J'aimerais voir aussi davantage de financement sur l'éducation pour les jeunes avec des maladies mentales sérieuses, avec les impacts positifs et négatifs de l'utilisation du cannabis. Et beaucoup ici mènent cette recherche ici, moi-même d'ailleurs, mais je pense que c'est vraiment utile, très important aussi. Alors, c'est un plaisir de voir que la Commission de la santé mentale du Canada a octroyé de façon significative un financement à plusieurs projets pour justement s'attaquer à cela. Un dernier point que j'aimerais mentionner aussi, en fait, deux choses. Je pense que le potentiel d'utiliser les médias sociaux dans différents types de recherches est assez énorme en termes de contact, mais aussi de participation des jeunes, mais aussi pour la dissémination des résultats. J'ai l'impression que même s'il y a des progrès qui ont été réalisés dans les dernières années sur l'utilisation des médias sociaux, eh bien, c'est encore un marché qui est peu utilisé. En fait, c'est mon premier projet de recherche en utilisant les médias sociaux et
la participation qu'on a eue dans les premiers jours et en fait, aucune commune mesure avec ce que j'avais vu avant. J'aimerais aussi mentionner, un peu comme l'a mentionné la Dr. Brenda, eh bien, faire partager des parties prenantes de différents types. Eh bien, c'est très important. Les jeunes connaissent ce problème, mais ils ont besoin des bons outils, de bonnes ressources pour parler d'eux-mêmes, pour parler de leur propre vécu. Alors, je pense qu'on peut améliorer beaucoup aussi ce que l'on fait en y pensant. Très bien. Avant de conclure, j'aimerais juste demander si vous aviez des derniers commentaires sur toute chose, sur une dernier mot de clôture. Bien, ici, j'aimerais remercier la Commission de la santé mentale du Canada pour d'avoir financé ces sessions et merci aussi à tous ceux qui participent dans cette recherche avec les jeunes. J'aime bien cette approche des webinaires pour disséminer les résultats préliminaires des recherches et obtenir une vitrine sur les commentaires, sur les questions et le progrès. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord. C'est une excellente occasion de rassembler des personnes avec différentes perspectives et je pense que l'on voit des similarités avec les plateformes aussi. Cette triangulation ici avec les chercheurs est excellent. Mon dernier commentaire serait que l'on doit s'assurer que lorsque l'on pense à cet enjeu, on ne regarde pas simplement l'utilisation du cannabis comme étant le seul facteur. Avec les jeunes, c'est compliqué. L'utilisation du cannabis, c'est compliqué et est lié à de nombreux facteurs et une intersection complexe qui peut exacerber ou améliorer le problème. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ne voyant aucune autre question ou commentaire, nous en sommes maintenant à la conclusion du webinaire. J'aimerais remercier les présentateurs pour leur expertise. Au nom du Centre canadien sur la dépendance et l'usage de substances et de la Commission canadienne de la santé mentale, merci d'avoir participé à la 3e session de cette édition hivernale sur le cannabis. Je crois que ces sessions nous ont éclairés, ont permis de souligner les lacunes de la recherche sur le cannabis et la santé mentale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et passez une bonne journée. Au revoir. Thanks, everyone.